La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le lundi 12 août 2024 et il s'appelle ce matin « Beaucoup de bruit pour rien ». Pour celles et ceux qui ont une mémoire de bulot ou qui étaient simplement en vacances, je rappelle que l'Europe boursière s'était réveillée lundi dernier en constatant que la bourse japonaise avait décroché de 12%. Et ça évidemment, ça n'augurait rien de bon pour la suite. Et puis en fait, pas tant que ça. On va profiter de cette préouverture du lundi pour faire le point sur la situation, pour parler pour la 100e fois de carry trade et pour prendre des nouvelles de mon voisin. Alors attention, je démarre ce matin direct par une citation. La volatilité, c'est quand tout le monde s'affole dans tous les sens au début de la semaine et que tu te rends compte le vendredi soir qu'aucun indice n'a bougé de plus de 0,5%. Cette citation est attribuée à mon voisin Émile. Émile, c'est à la fois le sextuple lauréat du concours de courges géantes de mon village, et ça en fait un être supérieur à Léon Marchand, et c'est aussi le meilleur économiste de tout le nord-est du lac du Bourget du fait de son légendaire bon sens paysan. Et oui, parce que les variations boursières de la semaine dernière, c'est par exemple 0 pour le S&P 500 américain, 0,3% pour le Stoxx Europe 600 et 0,1% pour le FTSE britannique. Il y a bien le Nikkei japonais avec son moins 2,5% qui se distingue, mais l'indice avait donc plongé de 12% lundi, c'est dire le rebond intervenu dans l'intervalle. L'indice de volatilité VIX, le fameux indice de la peur, a sauté comme un bouchon de champagne à la hausse avant de retomber un petit peu. Il reste, c'est vrai, dans une zone préoccupante, il est au-dessus de 20 points, mais il fait beaucoup moins peur en phase descendante qu'en phase ascendante. Pour prendre une image financière inversée, il a tendance à monter par l'ascenseur et à descendre par l'escalier, et quand il descend par l'escalier, les investisseurs ont de moins en moins peur. Ce regain de volatilité indéniable a quand même été provoqué en grande partie par la perte d'intérêt du carry trade. Alors c'est la 100e fois que vous entendez parler depuis 10 jours, mais c'est quand même important de le rementionner parce qu'il est au cœur des variations récentes. Je rappelle donc que le changement de politique monétaire du Japon, même largement anticipé, a fait se cracher ce pari hyper populaire qui consiste à emprunter à taux bas dans l'archipel pour réinvestir les fonds dans des actifs à meilleur rendement présumé, par exemple des actions technologiques, de la dette mexicaine ou la nouvelle start-up de motoculteurs doté d'intelligence artificielle lancée par Émile. Le carry trade, c'était à la fois un truc sûr et rémunérateur, ce qui avait poussé les investisseurs, notamment les hedge funds, à investir avec un gros effet de levier. Et quand il a fallu réduire la voilure à grande vitesse, il y a donc eu des répercussions sur de nombreuses classes d'actifs. Je ne suis pas loin d'ailleurs de souscrire au fait qu'il s'agit d'une correction qui est essentiellement technique et non pas d'une correction fondamentale, comme le défendent les gérants de RBC Blue Bay dans une note qui est parue vendredi dernier et qui était assez bien écrite. Ceci dit, le fondamental n'est pas totalement absent puisqu'il a pris la forme de doutes sur la croissance américaine, sur l'appétence du consommateur à la dépense et sur les interrogations sur la capacité de la Chine à accélérer. Toutefois, ces éléments sont un petit peu la toile de fond du marché depuis des mois, c'est pas vraiment nouveau. L'hypothèse la plus probable désormais est que la Banque centrale américaine va lancer son cycle de baisse de taux pour éviter une sortie de route économique pendant que la Chine va continuer à galérer. La Chine, je vous le rappelle, qui est prise en étau entre ses problèmes structurels comme la fragilité de son marché immobilier ou les capacités de surproduction et la pression externe avec l'anti-dumping et les embargos technologiques. À ce double propos, fait des Chines donc, un nouveau front semble s'ouvrir en Chine où la spéculation accrue sur le marché obligataire force la banque centrale à s'activer pour freiner la chute des rendements. Le mécanisme sur les marchés obligataires, c'est quand il y a une forte demande d'obligations, eh bien les rendements baissent. Ce phénomène était déjà visible depuis quelques semaines, mais il s'est accru avec la volatilité récente et le report des investisseurs chinois sur les obligations aux dépens des actions et d'autres classes d'actifs plus risquées. Du côté des États-Unis, les financiers pronostiquent toujours 3 voire 4 baisses de taux cette année, ça nécessiterait une réunion avec une double baisse de taux dans la mesure où il ne reste que 3 rendez-vous d'ici la fin décembre pour la Fed. Les gens raisonnables estiment qu'il n'y a aucune raison actuellement de réaliser un double assouplissement, sauf à essayer de foutre la trouille au marché. La gouverneure de la Fed, Michelle Bowman, a rappelé au cours du week-end qu'il existe encore des risques de hausse de l'inflation et que le marché du travail reste vigoureux. Elle pourrait donc ne pas voter en faveur d'une baisse de taux en septembre. Ce n'est pas vraiment une surprise, le marché écoute cette voix importante tout en sachant que c'est le membre du FOMC le plus hawkish, le plus faucon, c'est-à-dire le plus orthodoxe. Elle est donc parfaitement dans son rôle en prenant une approche conservatrice de la politique monétaire. On enchaîne sur quelques informations qu'il ne faut pas rater pour bien démarrer la semaine. Vous l'avez sans doute constaté, les Jeux Olympiques de Paris ont pris fin hier. Après ce qui semble être une belle réussite, les Français vont pouvoir recommencer à s'écharper. La situation au Proche-Orient est toujours tendue. Les États-Unis mettent la pression pour faire aboutir les négociations de paix tout en renforçant leur dispositif militaire en Méditerranée par crainte d'une riposte de l'Iran contre Israël. Aux États-Unis, J.D. Vance, le remuant colistier de Donald Trump, s'est dit favorable à un contrôle politique de la Fed. Ce n'est pas tellement surprenant.
Du côté des agendas de la semaine, au niveau macro, on a surtout des stats américaines. En Europe, tout est endormi. Les dernières statistiques mensuelles américaines des prix à la production seront publiées mardi. Celles à la consommation, très attendues, seront publiées mercredi. Puis on aura aussi les ventes de détail et les chiffres hebdomadaires de l'emploi jeudi. Ce seront évidemment ces 4 statistiques qui seront au cœur de l'attention, surtout l'IPC mercredi. Côté société, il y a encore des entreprises qui publient. Parmi les annonces de résultats remarquables cette semaine, je vous cite UBS, Henkel, Pandora, Vestas ou Adyen en Europe. Aux États-Unis, on aura Home Depot, Cisco, Walmart, Applied Materials et Deere. Focus particulier sur la consommation, donc les chiffres de Home Depot et de Walmart seront scrutés de près. Les marchés japonais sont fermés aujourd'hui pour un jour férié. Du côté de la Chine, Hong Kong et Shanghai sont à l'équilibre. La Corée du Sud et Taïwan bénéficient d'une bonne tenue des valeurs technologiques pour commencer la semaine en hausse de plus de 1%. L'Australie pour sa part grappille 0,4% pendant que l'Inde est en léger repli. Les indicateurs européens autour de 8 heures, ils sont haussiers malgré les hésitations des futurs à Wall Street. Dans l'actu des sociétés, on commence par la France. Stellantis va supprimer 2400 emplois aux États-Unis. L'appareil qui s'est crashé au Brésil en provoquant une 60aine de décès est un ATR-72, c'est-à-dire un avion de transport régional qui est produit par Airbus et Leonardo. Eutelsat est en train de négocier la cession d'une partie de ses infrastructures passives au fonds Equity. Bridgepoint lorgnerait le spécialiste des logiciels français Esker. Enfin, Dolphin dilue massivement ses actionnaires pour assurer sa survie. À l'international, en Europe, Shell va investir dans la phase 2 du projet gazier de Surat en Australie. ThyssenKrupp a rejeté la demande de financement de son unité sidérurgique. Sandoz a obtenu le feu vert de la FDA pour le biosimilaire Enzivu. Holcim entre sur le marché péruvien avec le rachat de 2 sociétés et Schlatter annonce avoir été victime d'une attaque informatique. Les publications du jour en Europe, le réassureur Hannover Re, Arista et Hippoport. Côté continent américain, le fonds activiste Starboard Value prend une participation dans Starbucks, selon le Wall Street Journal. On a une nouvelle vague de licenciements chez Cisco qui pourrait frapper 4000 personnes. Gold Fields va racheter Osisko Mining pour 1,16 milliard de dollars canadiens et Merck acquiert un traitement des troubles immunitaires pour 1,3 milliard de dollars. Côté Boeing, on a obtenu un contrat de 2,6 milliards de dollars de l'armée américaine pour l'avion E-7A Wedgetail. Walt Disney lève le voile sur les prochains Avatar et Star Wars. La société LL Flooring dépose son bilan et s'apprête à chercher un repreneur. Enfin, Tesla ne prend plus de commandes pour le Cybertruck le moins cher, mais propose désormais une version à 100 000 $. Sur l'agenda des publis nord-américaines, on a Barrick Gold, Sun Life ou encore KE Holdings. Côté Asie-Pacifique, Hindenburg Research, le fonds baissier, accuse le chef des régulateurs financiers indiens de conflit d'intérêts dans le dossier Adani et Petrobras garde la porte ouverte à d'éventuels dividendes supplémentaires cette année. Il n'y a pas de publication majeure en Asie-Pacifique ce matin. Voilà ce que l'on pouvait dire en préouverture de la première séance de la semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.